Et on avait eu d'un seul coup 400 abonnés, ce qui pour nous était colossal. C'est-à-dire que c'était limite si on doublait notre base d'abonnés, quoi. Et je me souviens très bien de m'être dit à l'époque, non mais là il va falloir qu'on commence à avoir un logo, une identité, enfin quelque chose parce que en fait ça fait clochard. Mon invité du jour a probablement changé la trajectoire de ma carrière en venant me chercher en 2020. Et c'est pour elle qu'à peine arrivée en vacances, j'ai tout de suite ouvert mon ordinateur pour répondre à sa demande d'appel découverte. Je crois que je n'ai même plus besoin de la présenter. C'est elle, la seule, l'unique, la fondatrice de la marque Cuissot, Léa Legendre. Bonjour Léa, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans Chromatica. Comment vas-tu ? Hello, et ben je vais très bien et je suis très émue par cette intro qui nous ramène à il y a 3 ans, 4 ans, je sais même plus, mais peut-être Déjà 4 ans. presque 4 ans. Ouais, c'est hyper émouvant. Donc non, je suis très heureuse d'être là avec toi et je pense qu'on a plein de choses à se raconter. C'est vrai, il y a beaucoup de petits secrets inavouables aussi. Je pense que c'est le moment d'en parler et de les dévoiler au monde. Il est temps de dévoiler le poteau rose derrière Cuissot. Oui. Alors du coup, Léa, toi, tu es à la tête de l'empire des shorties anti-frottement des cuisses. Tu as déjà changé des vies, dont la mienne. Mais ça, tu le sais déjà. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter et présenter Cuissot pour les gens qui vivraient au fond d'une grotte et qui ne connaîtraient pas encore cette superbe marque? Alors bien sûr, oui, donc moi c'est Léa, j'ai 30 ans, je vais sur mes 31 cette année et j'ai lancé Cuissot en 2021, donc il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. J'ai lancé Cuissot parce que comme beaucoup de femmes, j'en avais marre de souffrir l'été avec mes cuisses qui frottent et j'arrivais pas à trouver de solution. Je trouvais que rien n'était vraiment adapté. Et je me suis dit, la meilleure personne pour réussir à faire un shorty anti-frottement des cuisses, c'est bien la personne qui souffre du frottement des cuisses, plutôt qu'un gars qui s'appelle Gérard et qui est directeur général d'une enseigne de lingerie, quoi. Et donc Cuissot, c'est parti de ça. Vraiment, au départ, c'était un side project, donc quelque chose que je faisais à côté de mon boulot en CDI. Et l'idée, c'était juste de réussir à créer un shorty. Et moi, je me souviens qu'au début, je m'étais dit, au pire, si Cuissot en tant que tel ne fonctionne pas, moi, j'aurai des shorties pour moi et ce sera déjà vraiment C'est stylé. clair, Et je passerai une c'est vie clair. heureuse. Bah oui, ça change tout, hein, le shorty. Bah, c'est un peu, enfin, moi, c'est ma grande fierté. Je crois que ce qui me rend le plus heureuse, c'est quand je reçois les messages de mes clientes ou quand on reçoit leurs vocaux ou leurs photos ou que sais-je, et que vraiment ce qu'elles me disent, c'est tu as changé ma vie, je peux Mm. reporter des robes, je peux reporter des jupes. En fait, juste, je vis une vie d'une personne normale Ouais. l'été, quoi. Et c'est fou de se dire que quelque chose qui touche autant de femmes, parce que moi, on me l'a dit 350 000 fois que c'était un problème de niche, que ça concernait que les personnes grosses et que du coup, par conséquent, il fallait pas s'en occuper parce que les personnes grosses, elles ont qu'à maigrir. Je te passe toute la grossophobie. Je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, Mhm. mais le pire, c'est que ce problème-là, il touche la grande majorité des femmes. C'est plus de 60% des femmes qui ont les cuisses qui frottent, peu importe leur morphologie, Mm. peu importe leur poids, peu importe si elles sont en bonne ou pas bonne santé. Et en fait, c'est fou qu'un problème qui touche autant de monde, on n'ait jamais décidé d'accorder du temps pour lui créer une solution spécifique. Moi, c'est ça que je trouve Mm. dingue. Et donc, je suis très fière d'avoir réussi à le faire avec le shorty. Et je pense qu'il suffisait juste de le faire avec passion et l'envie de bien vouloir faire les choses et de les faire correctement et de vraiment trouver une solution. Et finalement, enfin, si moi j'ai été capable de le faire, Etam aurait pu le faire il y a 35 ans, quoi. Clairement. Mais je crois que c'est dans la politique de certaines marques de pas s'intéresser à une certaine catégorie de personnes. C'est là où je trouve que c'est fou parce que t'as plein de marques qui veulent pas faire du gros. Je mets des guillemets, hein, Ouais. évidemment. Et évidemment que moi, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ça, c'est ma position personnelle. Chaque marque fait absolument ce qu'elle veut. Je trouve ça juste Mm. extrêmement dommage. Mais ce qui est fou dans les cuisses qui frottent, c'est que c'est vraiment mal comprendre le problème que de penser qu'il n'est que limité aux personnes grosses. Clairement. Et c'est ça que je trouve fascinant sur les excuses des marques qui voulaient pas s'y adresser, c'est que c'est une mauvaise compréhension totale de qui a les cuisses qui frottent. Oui, les personnes grosses, mais aussi les personnes Mm. minces qui ont les hanches étroites, mais aussi les personnes minces sportives qui ont un muscle très développé de la cuisse, mais aussi les gens qui ont les genoux en X. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus vaste que juste les personnes grosses. Donc c'est Ouais. un mystère pour moi ce truc.
Je crois que c'est toujours une question de poids. Tu sais, la question du poids, c'est partout, hein, dans la médecine. T'as un problème de genou, bah t'es grosse. T'as le SOPK, t'es grosse. C'est toujours un problème, alors que c'est plus un problème morphologique et qu'en plus de ça, là on parle des femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont le même problème. Oui, et il y en a beaucoup qui On en avait, m'écrivent. on en avait parlé une Oui. fois, il me semble, que c'était aussi un problème et il y a aucune marque qui fait ça aussi pour les messieurs. Peut-être qu'un jour il y aura Cuisseau homme. Mais franchement, j'ai quelques investisseurs maintenant à mon capital. Alors, investisseurs comme ça, le mot fait tout à fait incroyable. En fait, c'est des gens qui ont un petit peu d'argent et qui sont d'accord avec ce que je fais et qui ont envie de m'aider. C'est même pas des investisseurs professionnels. Mhm. Et on en parle souvent parce que je pense qu'en termes business pur, il y a un vrai marché que personne n'adresse. Après, moi, j'aime tellement, et ça nous fera une transition, l'identité de Cuissot qui est quand même très genrée au féminin. En tout cas, Mm, elle a un côté très girly. Disons qu'elle n'est pas réservée aux femmes, mais qu'elle a un côté très girly. Et moi, si on faisait un jour le Cuissot pour hommes, je pense que ça serait un peu un spin-off de la société. C'est-à-dire que j'aurais pas envie de venir édulcorer ma DA, tu vois, mon ouais. identité, etc., juste pour inclure des personnes qui s'y reconnaîtraient pas. Tu vois, je pense que ça Mm. serait carrément Cuissot pour homme et ça serait une autre identité. Non pas que des mecs puissent pas se reconnaître dans l'identité de Cuissot, mais c'est vrai qu'elle est très marquée. Et moi, elle me plaît comme ça parce qu'elle est un peu Mm. clivante et j'aurais pas envie de l'édulcorer pour toucher plus de monde ou pour toucher une nouvelle cible. Donc, je pense que ça serait carrément une autre marque, enfin un autre truc. Mais bon, on s'écarte un peu, mais ouais, ce serait à part quoi. Mm. Non, c'est super intéressant parce que du coup, tu fais un petit parallèle avec le branding Mm. et avec cette identité visuelle de Cuissot. Ce qui m'emmène d'ailleurs à la prochaine question. À quel moment de la création de Cuissot, tu t'es dit que ça y est, c'était le moment de passer au graphisme et au branding? Je pense que c'est quand le compte Instagram a peut-être dépassé, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on venait de dépasser les 1000 abonnés, quelque chose comme ça. Il me semble qu'il y avait quelques abonnés déjà, Je ouais. crois que c'était ça parce que moi j'ai lancé le compte Instagram très très tôt. Ce que globalement je recommande sans recommander. Moi je trouvais ça marrant de lancer un compte Instagram pour voir s'il y avait vraiment un besoin. Si on remonte au tout début du compte Instagram, les posts sont à mourir de rire tellement ils sont moches et sans intérêt. Mais en tout cas ça a permis de faire parler un peu du projet et de dire bah voilà je vais lancer ça. Est-ce que ça vous intéresse? Quel produit vous plairait, etc., etc. Parce qu'au départ c'était pas dit que ce soit un shorty. Moi je voulais juste créer une solution, mais ensuite je me suis un peu adaptée à ce que le marché attendait. Et finalement, je pense que le shorty, c'était ma solution préférée aussi. Donc, je suis très heureuse. Et donc, en fait, c'est le Mhm. moment où le compte a commencé à grandir. Et je me souviens même, c'était l'été. Et il y avait je vais pas dire influenceuse, une créatrice de contenu qui avait partagé Cuissot. Et on avait eu d'un seul coup 400 abonnés, ce qui, pour nous, était colossal. C'est-à-dire que c'était limite si on doublait notre base d'abonnés, quoi. Et je me souviens Mhm. très bien de m'être dit à l'époque, non mais là il va falloir qu'on commence à avoir un logo, une identité, enfin quelque chose parce que en fait ça fait clochard on peut pas continuer comme ça. Enfin c'est c'est pas possible. Non mais parce qu'il faudrait vraiment retrouver les visuels. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même quand ils n'ont pas encore fait appel à une graphiste ou à quelqu'un dont c'est le métier, arrivent à faire des choses quand même un petit peu sympathiques. Je ne fais pas partie de Mhm. ces gens. Voilà. Donc chacun son chacun son métier. Pour Je moi, me c'était souviens vraiment pas hein, du possible, logo de quoi. Cuissot. Ah Je bah, crois que je me souviens du premier truc que t'avais fait. il était rose et bleu en Ouais, capitale horrible. je me souviens. Mais Horrible. c'était pas si horrible. Non, mais disons que tu pouvais pas, surtout que moi, je savais déjà à l'époque qu'on allait être sur un produit qui allait être un peu premium, donc allait avoir aussi des prix qui allaient être un peu premium, qui était un produit qui était technique. Et moi, j'estimais qu'on avait besoin d'avoir une identité qui fasse pas clochard. J'insiste, mais pour moi, le mot c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça faisait, je me disais, tu tombais là-dessus, t'avais pas confiance, tu vois. Ça faisait cheap Ça plutôt que faisait clochard, cheap, tu vois. ouais. Ça faisait cheap. Ça faisait cheap et ça faisait pas, ça faisait vraiment projet au stade de t'as noté quelque chose sur un post-it, tu vois. Ça donnait pas confiance. Exactement. Site de dropshipping obscur. Mais pire, vraiment, ça faisait. Moi, je Ouais. trouvais que ça faisait projet de d'école. Tu sais, où on te dit créer une société fictive et tu crées un truc. Et moi, je voulais en plus, donc je voulais que c'est quelque chose qui ait l'air plus sérieux. Et
je crois que le plus important aussi de ce que je t'ai dit dans le brief, c'était que je voulais quelque chose qui soit ultra fun et ultra décomplexant. Parce que moi, je voulais ramener Ouais. tout de suite quelque chose qui n'existait pas dans le milieu de la cuisse qui frotte, sous réserve qu'il y ait un milieu. Mm. C'est que souvent, dans tout ce qui est... j'ajoute le shapewear là-dedans, moi, c'est pas du tout ce que je fais. Mais tout ce qui est gainant, tout ce qui est sous-vêtements un peu invisibles, donc des produits qui se rapprochent dans la typologie de produits du shorty, tout est béjasse, tout est un peu mémère, tout est caché parce que il faut surtout pas montrer ces choses-là parce que tout le monde en porte, mais personne veut dire qu'il en porte. Mm. Enfin voilà. Et moi, ce que je voulais, c'était ramener du fun et du décomplexant là-dedans et dire non mais en fait, c'est pas grave d'avoir les cuisses qui frottent, c'est même relativement normal. On C'est va en clair. parler calmement et on va faire une vraie solution et on va complètement se décomplexer là-dessus aussi quoi. Mm, mm. Parce que je pense qu'autour des cuisses c'est marrant à quel point cette partie du corps est un réceptacle à grossophobie, qu'elle soit externe ou internalisée. C'est-à-dire que Mm, mm. vraiment, pour les femmes, avoir des, entre guillemets, grosses cuisses, c'est la pire chose qui peut nous arriver. C'est-à-dire Ouais. que je pense qu'on supporte beaucoup plus un gros ventre que des grosses cuisses. Et du coup, il y a plein de choses autour des cuisses, plein de complexes, plein de tabous, plein de difficultés. Et en plus, ça fait mal. Et donc, moi, je voulais quelque chose Mm. qui dise, bah non, mais moi, je veux quelque chose de fun, je veux quelque chose de pas caché. D'ailleurs, je veux que la marque, elle s'appelle Cuissot et pas qu'elle s'appelle Miss Tinguette ou je sais pas quoi. On Mm. va parler de cuisses ici. Et c'est Ouais. OK, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de cuisses, je crois que tu as un petit secret à nous révéler sur le... C'est le moment, Léa. C'est le moment. Il Je faut en pense qu'il parler. faut le dire. Parce que moi, je l'ai vécu seule, cette épreuve, cette demande, ce mail, cette Les inspiration sur croquis. la mood board. Est-ce que je t'avais envoyé les croquis? Tu m'avais envoyé les croquis. Euh, OK. Donc, en fait, du coup, non, mais je pense qu'à un moment, il faut le dire. Voilà, Cuissot a failli vraiment prendre une toute autre direction artistique. Et heureusement que Madeleine était là pour me dire, je suis pas sûre, Léa. Vraiment, j'ai un doute. Moi, je m'étais dit, puisqu'on fait des cuisses, autant partir sur une vibe cuisse de poulet. Et donc, carrément, dans mon mood board que je l'avais envoyé à Madeleine, il y avait côte à côte Amy Schumer et des poules un peu. En plus, je me souviens, j'avais tapé sur Pinterest poules drôles. Parce que... Je me souviens de la petite illustration que tu avais mis, cette petite poule là sur la mood board. Et je me souviens avoir reçu ça et je me suis dit, mais on va pas faire ça pour de vrai. Et je savais pas si tu rigolais ou si c'était sérieux. Et c'est pour ça que je t'ai dit, bah écoute, je suis pas trop sûre pour la poule, la mascotte, peut-être pas, etc. Mais c'est vrai qu'il y aurait pu avoir une illustration de poule avec Cuissot. Mais complètement. Et moi, j'étais vraiment sérieuse, hein. C'est-à-dire que, en plus, j'imaginais un truc en me disant, ce sera la petite mascotte qui se balade sur le site, tu vois. Mais je crois que je t'avais envoyé ça aussi. J'avais quand même dessiné dans mon carnet un logo. Vous le voyez pas, mais je mets des guillemets, qui était vraiment un manchon de poulet. Mais comme si je refaisais KFC. Enfin, c'était à mourir de rire. Donc, ouais, Ouais, heureusement que Madeleine m'a dit, écoute, je suis pas sûre. Peut-être qu'on pourrait ouais. prendre une autre direction. Puis tu sais, le poulet, ça aurait fait tellement républicain, Ah non, mais... genre français, quoi. Poulet fermier, élevé au grain. Ah, mais tout n'allait pas. Enfin, en fait, rien n'allait plutôt. C'est vraiment, avec le recul, je me dis, mais à quel moment? Enfin, en plus, ça faisait C'était nourriture. rigolo et ça nous a donné vraiment matière à rigoler. Après, je pense que ce qu'on n'a pas perdu de ce truc-là, c'est évidemment pas les poules, encore heureux, mais c'est le côté un peu fun et un peu à contre-courant de ce qu'on voyait sur le marché, quoi. C'est-à-dire Un peu que décalé, ouais. je pense que nous, on a le logo le plus coloré dans le marché Ouais. dans lequel on est. Enfin, c'est en termes de couleurs, de typo, de comment on fait les choses, c'est assez Mm, mm. décalé. Heureusement, c'est plus des poules, mais c'est quand même fort et enfin, ouais, même moi je l'adore notre identité de toute façon. Eh ben, je crois qu'aujourd'hui, le logo de Cuissot, c'est le logo dont tout le monde me parle. C'est pour ça que je dis que Cuissot, ça a changé ma carrière. C'est avec Cuissot que je me suis rendu compte que j'aimais travailler la couleur, en fait. Et tu te souviens, je venais d'un milieu qui était quand même assez métal. Mm. Et c'est vraiment avec ta marque à toi et ta demande que je me suis dit que je voulais travailler avec des femmes. Avec des femmes qui avaient des projets qui étaient porteurs et qui portaient d'autres gens et qui allaient aider surtout d'autres gens et d'autres femmes.
Et aujourd'hui, en fait, je crois que tout le monde vient me voir et il y a toujours un petit... Enfin, pas tout le monde ne vient pas me voir, c'est faux. Mais tous les gens qui viennent me voir me disent ce que tu as fait pour Cuissot, c'est ouf. Et vraiment, ce logo-là, c'est ma fierté. Hein. Cette identité visuelle, elle est... Je sais pas, ça a marqué un truc. Et comme tu dis, effectivement, dans cette niche-là, je sais pas si c'est parce que les marques se prennent trop au sérieux ou parce que c'est un sujet, en fait, qu'on associe trop à un truc, je sais pas, peut-être médical ou... Et c'est ça, au final, quand on pense à Cuissot. Ouais, en fait, à l'époque où on a fait l'identité, alors c'était pas il y a 300 000 ans, mais bon, quand même, c'était quand même la grande période de tous les trucs esthétiques, beige, lignes très fines. Oui, oui, oui. Tu vois, tout était vraiment détaillé. Alors moi, je ne pouvais pas avoir les bons mots, mais je trouve que même les typos étaient très fines. On C'était très dessinait des minimaliste. silhouettes très minimalistes. Et en fait, quand on a sorti, quand tu, bien sûr, as sorti l'identité de Cuissot, d'un seul coup, c'était quelque chose qui était gras, qui était rond, Mm. qui était coloré. Et maintenant, je trouve qu'on en voit quand même beaucoup plus. Et je dis Oui. pas du tout qu'on a lancé le mouvement. Hein. Je pense que tout est une question de cycle et de vagues et tout. Souhaiterais-tu dire que je suis avant-gardiste? Est-ce que tu es trendsetter? Bien sûr que oui, j'ai droppé le nom. Non, mais tu vois, je trouve que c'était d'autant plus marquant que vraiment, il y a 3 ans, tout était ultra minimaliste, ultra beige, des lignes très fines. Et nous, on a débarqué avec un truc qui, Mm. par définition, voulait prendre de la place. Et je pense que moi, c'est un truc que je dis tout le temps à mes clientes, mais même à mes équipes. Tu vois, c'est chez Cuissot, on s'excuse pas de prendre de la place. Et vraiment, Mm, mm. littéralement. C'est-à-dire que moi, j'ai des clientes qui portent un 62-64. Je refuse qu'elle s'excuse de prendre de la place. Et ben notre logo, il prend de la place aussi parce Mm. il est dodu, il est coloré, il est là et il cherche pas à s'effacer en fait. Et c'est ça que j'aime dans notre identité et c'est là où moi je me souviens très bien en plus avoir reçu ta proposition parce que ça les gens ne le savent pas. Mais le logo, c'était la première proposition. On n'a pas fait d'aller-retour sur le logo. C'est vrai. Et je me souviens très bien de quand j'ai reçu la proposition. J'étais à la campagne, en Bourgogne, peu importe, mais moi je m'en souviens. Et tu m'avais fait 2 propositions. Ce logo-là sur lequel j'ai flashé instantanément et toute la DA qui allait avec. Et un autre qui ressemblait un peu au logo de la marque Morgan. Je sais pas si tu te souviens, qui était plus noir, le cœur de Cuissot était rouge. Et ça ressemblait un peu à la marque Morgan à l'époque. Et moi je me souviens, quand j'ai vu le logo qu'on a choisi finalement, mais pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire Mm. qu'il était hors de question qu'on fasse un truc, en plus en voyant l'autre logo en dessous que même toi. Je me souviens, tu m'avais dit t'aimais pas trop, mais t'avais mis la proposition en mode bon, bah, peut-être que je Ouais. vais aller un peu loin, donc voici une proposition plus douce, plus, voilà. Mm. Et je me souviens en le regardant en me disant, mais en fait, je veux pas du tout ça. Moi, je veux l'autre là, celui de la page 1, celui qui a de la vie et tout. Et c'est fou à quel point, en fait, ce qui est drôle, c'est que Cuissot, les gens s'en souviennent parce que le nom, on s'en souvient. Moi, il faut savoir que Ouais. depuis le début de Cuissot, jusqu'à ce que Cuissot fasse ses premiers 100 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires, tout le monde m'a dit, il faut changer de nom. Et moi, j'ai Ah dit, ouais? mais en fait, pas du tout. Ouais, Et tout le monde. pourquoi Pas mes on... clientes, hein. Tous les gens du milieu entrepreneurial, voilà, des gens qui gravitaient autour de moi, tous les gens à qui je posais des questions me disaient, mais change de nom, ça fait vraiment boucherie, c'est vraiment pas glamour, etc. Et moi, je disais, mais Cuissot, c'est pas une marque glamour. Enfin, je cherche pas à être glamour. Moi, je veux être vraie. Et je veux que les gens comprennent, se souviennent. Je veux que les gens se reconnaissent. Et d'un seul coup, se disent, Mm. ah, mais on parle de moi, en fait. Et Ouais. toutes mes clientes, quand je les sollicitais, même les premières abonnées sur Instagram, tu vois, nos 200 premières abonnées, quand je leur disais, est-ce qu'on change le nom? Tout le monde me disait, mais certainement pas. Et tous les gens à qui j'en parlais à l'extérieur étaient en mode, Mm. si, il faut changer, vraiment, ça ne le fera pas. Donc, tu vois, il y a en plus ce truc de Cuissot, c'est clivant. Donc les gens s'en souviennent, c'est coloré, le mot est Ouais. chargé. Et moi, ça, c'est quelque chose qui, je pense, a contribué à faire grandir la marque, tu vois. Parce qu'en fait, tu l'oublies pas une fois que tu as Mm. entendu Cuissot. Une fois que tu as entendu et vu le logo, il y a peu de chances que tu l'oublies. C'est vrai. C'est absolument vrai. Donc j'en suis très fière. Même si c'est pas moi qui l'ai faite, cette identité est très belle. Et on n'est pas prêt de la changer. On change de temps en temps un peu, on teste des couleurs un peu voisines de celles qui sont dans le logo, on teste des typos complémentaires, etc. Parce que maintenant que la marque continue à vivre, on teste d'autres choses. Mais Mm. globalement, c'est toujours du orange, du bleu, du rose, le même logo qui n'a pas bougé. Et, Mm. euh, et ça fait partie de nos piliers, quoi. Avec ce petit cœur. Oui, Le cœur petit qui cœur est de le cuisson. petit, je sais plus comment ça s'appelle, mais sur le site, tu sais, quand tu as tes onglets,
de sites. Quand tu es sur l'onglet Facebook, il y a le petit F. Le petit favicon. Voilà, et ben nous, c'est le cœur de cuisseau. C'est pas n'importe quel Trop cœur, mimes. c'est le cœur de mimes. cuisseau. Et d'ailleurs, je reviens sur les couleurs, puisque je reviens sur le fait que, de base, tu étais avec une amie à toi. Tout à fait. Quand tu voulais fonder Cuisseau. Et je me souviens que lors de la réception du brief, vous m'avez posé un dilemme à moi. Il y en a une qui voulait du bleu, il y en a une qui voulait du rose. Il y en a une qui n'aimait pas le bleu et l'autre n'aimait pas le rose. Et je me souviens que je m'étais dit, bah en fait c'est simple, il va y avoir du bleu et puis il va y avoir du rose. Et je crois que c'était ton acolyte qui ne voulait pas du tout de rose dans le logo, ou alors c'était toi, je ne sais plus. Non, c'était... Ah non, moi j'adore le rose. Et ça m'avait posé un petit dilemme, et au final, je crois que j'avais réussi à vous mettre d'accord toutes les deux. Et voilà, c'était la petite histoire de cette palette de couleurs Cuisseau. Non, mais complètement. Et c'est vrai que maintenant, quand je raconte l'histoire, souvent je le raconte comme si Sarah n'avait pas existé, mais c'est vrai que les premiers mois, Sarah était là. Elle est partie, en fait, quand elle a commencé une thèse en informatique. On venait de recevoir un proto qui commençait à ressembler à quelque chose. Je pense que c'était en décembre qu'elle est partie et moi j'ai dû lancer la campagne Ulule. Donc après on a fait ensemble d'ailleurs toute la DA Ulule aussi. Enfin moi j'ai préparé toute la campagne toute seule et elle l'a plus fait à partir de ce moment-là. Et je me souviens que même sur Ulule, j'avais quand même laissé sa petite tête en disant Sarah ne fait plus partie du projet. Mais c'est vrai qu'au début, elle était là. Et oui, pour revenir sur ce que tu disais, ce qui était fou avec ce logo, c'est qu'il nous a mis toutes les deux d'accord alors qu'on avait des esthétiques complètement différentes. Ouais, je me souviens, c'était pas les mêmes envies et pas les mêmes visions. Mais c'est là où je pense que de toute façon, on n'aurait pas continué à bosser ensemble très longtemps et où Cuisseau, c'était mon bébé, en vrai, beaucoup plus que le sien. Et tu vois, c'est là où quand même le logo, tu vois, qui marche parce que deux personnes, on était toutes les deux on était toutes les deux dans notre type de cliente. Ça, c'est certain, parce qu'on avait toutes les deux les cuisses qui frottaient. Et pourtant, on était complètement différentes, mais le logo nous a parlé à toutes les deux. Et l'identité nous a parlé à toutes les deux. C'est-à-dire que quand tu nous l'as envoyé, il n'y a pas eu de doute. Enfin, moi, je me souviens très bien de l'énorme coup de cœur que j'ai eu. Et pour Sarah, c'était pareil. Donc, c'est là où c'est fort, je trouve, ce qui a été fait sur l'identité de Cuisseau. Merci. C'est très gentil. Tu peux prendre take the win. Vraiment, c'est vraiment ma fierté. Ce projet-là, je le mets partout. Il va me suivre toute ma carrière. Ce sera le début. Mais moi, je me souviens très bien que quand j'avais découvert ton travail, en fait, Sarah avait découvert ton travail parce que tu bossais pour Julie et Julia. Ouais. Et moi, j'avais découvert ton portfolio et je t'avais dit, j'adore ce que tu as fait pour la marque Sopi, qui était un faux projet que tu avais créé d'une marque de savon pour enfants. Et tu savais pas que c'était une fausse marque. Et moi, je marque. savais pas que c'était faux. Et d'ailleurs, donc du coup, tips pour les graphistes qui nous écoutent, mettez des faux projets dans vos portfolios parce qu'en fait, c'était tellement intéressant. Et moi, je me suis projetée tout de suite en me disant, mais en fait, c'était une écriture du coup très enfantine. On aurait dit que c'était fait à la craie, un peu la DA. Et moi, je m'étais dit, mais en fait, si elle a été capable de faire ça pour une marque de savon pour enfants, elle va complètement comprendre moi ce que j'attends de l'identité de Cuisseau, qui est une identité qui était aussi marquée que ça. Et ça, je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Donc, dans ton portfolio, il n'y avait pas que des trucs de métal. Voilà, petite parenthèse refermée. C'était vraiment au début où je commençais à mettre des projets fictifs pour trouver des clients un peu plus dans les marques, parce que je voulais travailler avec des marques. Et je me souviens que c'était pendant l'appel découverte, le premier appel qu'on a eu ensemble, où tu m'as dit, bah moi j'aime beaucoup ce que tu as fait pour Sopi, et je me t'ai dit, mais en fait, ça n'existe pas. Et moi j'étais là, ah bon? Bah c'est super. J'aime. Oui. Ouais, c'est vrai, Sopi. Faudrait que je le redéterre, ce projet, parce que c'est vrai que c'était pas mal. Pour un logo que j'ai fait à la main gauche, en mode j'ai 4 ans et j'apprends à écrire. Mais c'est ça qui transparaissait. En fait, moi, ce que je trouve fascinant, moi, je suis vraiment pas graphiste de formation. Je te l'ai pas dit, mais vraiment, je ne suis pas graphiste ni créative de formation. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout mon métier. En revanche, je suis hyper sensible aux marques qui sont cohérentes. Et tu vois, par exemple, moi, il y a une marque que j'adore et qui m'inspire beaucoup là-dedans. C'est par exemple la marque MyLuby. Donc, je sais que c'est un projet sur lequel tu n'as pas travaillé. Mais tu vois, je trouve qu'il y a une identité qui est hyper cohérente. Tu comprends pourquoi chaque choix est fait et tu ressens
l'univers de la marque, tu vois. Sur Cuissot, je pense que c'est la même chose. Et en revanche, il y a plein de marques où tu sais pas pourquoi ça passe à côté. Ouais. C'est pas, ça marche pas. Je sais pas expliquer pourquoi, mais ça marche pas. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais une marque qui ferait de la vente d'appartements, il suffit pas juste de mettre un toit au-dessus de ton logo pour que ça ait l'air d'être ça, tu vois. Et les choix de couleurs, la façon dont les sites sont faits. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a des marques, ça marche pas du tout. Et moi, je suis très sensible à ça. Et Sopi, c'était peut-être un projet fictif, mais n'empêche, c'est ça que tu sentais. Tu vois, tu aurais pu faire n'importe quel autre truc. Tu aurais pu faire justement les logos un peu minimalistes qu'on voyait à l'époque, le mettre sur un papier craft beige, et puis voilà, et très bien. Et bah non, moi, c'est pas ça que je recherchais. Et je me souviens très bien que ce projet m'a marqué parce que je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui est capable, pour une marque, mais donc qui n'existe pas, de vraiment décliner quelque chose qui est hyper authentique et hyper adapté à la marque. Voilà. Ouais, c'est cool, je trouve. Vraiment. Non, vraiment. C'est rigolo. Puis en même temps, c'était très observateur. Du coup, maintenant que l'on a évoqué le sujet du branding et du graphisme, j'aimerais quand même beaucoup parler avec toi de tout le côté entrepreneur du projet Cuissot. Et je crois que ça n'a pas toujours été simple et que ce n'est toujours pas une partie de plaisir, mais qu'il y a quand même pas mal de choses à dire de ton côté. Du coup, c'est quoi les grands défis auxquels tu dois faire face depuis que tu es chef d'entreprise et depuis surtout que Cuissot décolle et que tu fais beaucoup de ventes? C'est sûr qu'il y a toujours une méga différence entre ce que les entrepreneurs veulent bien montrer de leur quotidien et la réalité de leur quotidien. Et même moi qui fais énormément de contenu, blog, etc., malgré tout, j'essaye quand même d'avoir un côté un peu optimiste, tu vois, dans la façon dont je monte et je parle des choses, alors qu'il y a vraiment des moments d'enfer, et je pèse mes mots. Nous, les 3 choses les plus difficiles, la première, c'est la trésorerie. Ça, c'est un problème depuis le début de Cuissot. C'est un problème parce qu'au départ, moi, j'avais très mal calculé mes marges et j'avais pas du tout compris que, en fait, des marges basses au début, quand tu fais les colis toi-même, quand, en fait, toutes tes ventes viennent d'un cercle organique, donc t'as pas de dépenses de publicité, quand tu fais ça à côté de ton taf, que t'as pas besoin de te payer un salaire, d'avoir un bureau, etc., bah oui, ça passe. Mais en fait, dès que ta marque grossit, elle a des frais fixes et des frais variables qui explosent. Et si un jour, en plus, tu veux distribuer tes produits, il va falloir avoir des marges. Ça, je l'ai compris beaucoup trop tard. Et donc, pendant longtemps, on a vécu avec des dettes fournisseurs de l'enfer qui pesaient super lourd. Donc, moi, c'est des nuits sans dormir à me dire, mais en fait, là, il faut qu'on paye 40 000 balles alors qu'on a 5 000 balles sur le compte bancaire. Et c'est des choses que personne voit parce qu'en fait, ce que les gens voient, c'est ton chiffre d'affaires, les commandes qu'il y a sur ta marque, toutes ces choses-là. Mais personne voit la réalité derrière de ta marque, elle est pas rentable. Ton business model, il était bancal. Et toi, les galères que tu as eues là-dessus. Donc maintenant, ça va mieux dans le sens où on a quand même vraiment rationalisé tous nos coûts. On a arrêté de produire en France, on produit au Portugal aussi. Et maintenant, on a quand même un business model qui tient la route. On a encore quelques dettes qu'on finit de rembourser, mais globalement, on a un business model qui tient la route. C'est toujours très compliqué en termes de trésorerie parce que le besoin de fonds de roulement, sans rentrer dans le détail, mais c'est compliqué d'autant plus sur une marque qui a une saisonnalité. Là, par exemple, on s'est engagé sur des volumes de commandes de shorties. On a commandé à peu près 2000 shorties, ce qui nous coûte relativement cher. Et là, on les met en réservation maintenant, donc fin février. Je pense qu'on aura, si on arrive à avoir 50% de la prod qui est déjà réservée fin février, ça sera énorme. Et donc, en fait, nous, il faut qu'on paye la totalité de la production, la totalité de la maille, les stocks, etc., sans avoir vendu et en étant dans une période où nous, on vend globalement de mars à juillet, quoi. Et donc, c'est super compliqué. Ça, c'est vraiment un sujet qui est complexe. Aller chercher des financements, c'est compliqué, surtout que moi, je suis seule. Et donc, en fait, il faut à la fois s'occuper de l'opérationnel, il faut s'occuper de la vision. En fait, j'ai l'impression d'avoir 3 personnalités en moi. Il y en a une qui doit être toujours hyper optimiste parce que si t'es pas optimiste, t'avances pas et t'y crois pas et tu lances pas tes trucs. J'ai une personnalité qui doit être hyper pragmatique à dire ouais mais en fait là tu dis que tu vas faire tel truc mais ma grande il te reste 10 000 balles sur le compte bancaire donc tu vas pas faire grand chose. Et j'ai une personnalité qui doit être très opérationnelle au service de mes clientes et qui doit avoir du recul et pas tout prendre personnellement, tu vois. Donc un peu compliqué. Donc première grosse galère, c'est clairement la trésorerie, les financements, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que à refaire, évidemment, je vais partir avec un business model qui est plus carré et des marges qui sont plus élevées. Et surtout, j'irai chercher des financements plus tôt. Ça, en fait, ce qui est très difficile, c'est que quand tu as besoin de financement, donc quand ta boîte, elle est à 3 mois d'aller dans le mur,
c'est là où personne veut te donner de l'argent. Les gens te donnent l'argent, on prête qu'aux riches. Voilà, l'adage est quand même assez vrai. Et donc, il vaut mieux aller chercher 50 000 euros juste sur une idée et dire à la banque, bah, je vais créer ma boîte, machin, etc. Ils seront beaucoup plus enclins à te signer à près de 50 000 euros en disant, bon, bah, je vais me lancer, j'ai besoin de ça, 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 voici mon business plan, que quand tu as déjà fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et sauf qu'en fait, ta trésorerie, elle est dans le rouge. Et tu leur dis, bah là, j'ai besoin de 50 000, j'ai déjà une traction, etc. Ils vont dire, ouais, mais en fait, là, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un sujet qui est vraiment compliqué, dont on parle pas trop. Mais moi, c'est clairement ce qui m'empêche le plus souvent de dormir. Les autres galères, après, c'est des galères qu'on vit au quotidien, mais qui, je trouve, pèsent un peu moins sur le moral. Enfin, en tout cas, sur mon sommeil à moi, personnellement. Dans le textile, c'est les galères de production. Ça, c'est Ouais, certain j'ai cru que comprendre, ouais. voilà, c'est un truc, tu as toujours du retard. Même quand tu imagines qu'il y aura du retard, bah, il y a encore plus de retard. Là, on a sorti une prod de leggings qu'on a dû enlever du marché parce que les prototypes étaient nickel, les têtes de série sont nickel, les clientes les reçoivent et que les leggings tombent complètement. Donc, il a fallu récupérer toute la prod, rembourser tout le monde. Donc, heureusement, la plupart Ah ont accepté merde. des cartes cadeaux, mais ça nous a coûté une fortune. Donc là, on a presque 16 000 euros de prod perdus plus des clientes à qui on a du coup envoyé des cartes cadeaux du montant du leggings, etc. Donc on sait très bien qu'à un moment, elles vont les utiliser. Donc le jour où elles les utilisent, c'est du cash qu'on ne rentre pas. Enfin, en fait, on les a Oui. comme remboursés en décalage, quoi. Ça, c'est des choses, quand ça tombe sur le coin de la tête, tu as envie de te dire, mais enfin, franchement, c'est l'enfer, quoi. C'est Hmm. ultra pénible à gérer. Et au-delà des gros soucis comme ça, c'est vraiment un boulot à temps plein de coller aux fesses de tes fournisseurs, de t'assurer qu'ils font bien les choses, de t'assurer qu'ils respectent les délais, etc., etc., quoi. Donc ça c'est compliqué. Et moi, ma troisième grosse galère, et je pense qu'on la sous-estime, c'est que avant d'être une entrepreneur, je suis un être humain. Et donc, il y a des moments où je vais pas bien. Et en fait, moi, j'ai pas quitté le salariat parce que j'aimais pas ça ou par une envie de liberté. Enfin, chacun a son parcours. Moi, je rêvais pas du tout d'être entrepreneur. Ça s'est plus fait comme ça parce que Cuisseau commençait à vivre et je trouvais ça chouette et je me suis dit, bah, go. Mais moi, ce que j'aimais bien dans le salariat, c'est que les jours où j'allais pas bien, je pouvais me mettre en arrêt maladie, je pouvais lever un peu le pied. Enfin, la boîte ne dépendait pas de moi. Là, aujourd'hui, j'ai pas ce loisir, d'autant plus que je suis seule, que mon équipe se résume à moi, mes 2 alternantes et 2 freelances qui gravitent autour. Là, c'est pas possible, quoi. Et donc ça, c'est super dur à gérer parce que moi, je suis aussi je suis quelqu'un de très anxieux, donc qui a parfois des grosses difficultés de santé mentale. Enfin, ça peut vraiment osciller à la hausse comme à la baisse. Et donc, il faut que j'arrive à gérer ça aussi à la fois tout seul et puis mixé à quand il y a des galères de prod et quand il y a des galères de trésorerie. Et j'en parlais avec un mec super qui est un peu dans le milieu entrepreneurial, mais qui est pour le coup très sympa et très cool, ce qui n'est pas le cas de tous les mecs dans le milieu entrepreneurial. On le sait. Parenthèse refermée. Mhm. Voilà, à bon entendeur, comme disent les personnes âgées. Et lui me disait, et je pense qu'il a raison, on sous-estime l'humain derrière l'entrepreneur. En fait, on n'est pas des machines et les boîtes, ça reste que des tâches qu'on fait tous les jours, en fait. Et donc, quand Mhm. toi, tu vas pas bien, bah, les tâches, elles sont pas faites, elles peuvent pas avancer, etc., etc. Et donc, moi, je me débat, c'est un bien grand mot, mais je me suis au quotidien pour essayer de me préserver au maximum et de tenir sur le long terme, quoi. Mhm. En même temps, c'est soigner la santé de ton entreprise. Bah, en fait, le plus gros actif de ma boîte, c'est moi. Ouais. Oui, parce que sans toi, ça tourne pas. Voilà. Si demain tu fonds les plombs, Ah bah tout Cuissot à font fait. les plombs aussi. Et Mhm. d'autant plus que moi, j'ai une marque qui est très personnifiée autour de Mhm. moi. Et donc, en fait, ça est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est quelque chose que petit à petit, dont j'aimerais que Cuissot se détache petit à petit, parce que sinon, trop de choses reposent juste sur moi. Et d'un point de vue vraiment business pur, une boîte qui est juste, qui fonctionne parce que on se projette sur son fondateur, fait qu'en fait, le Mhm. fondateur est bloqué ad vitam aeternam dans cette boîte, tu vois. Et donc, Ouais. moi, j'aimerais bien me dire, si un jour j'en peux plus, je voudrais que quelqu'un reprenne Cuissot. Je voudrais que la boîte Mhm. continue à vivre. Et c'est pour ça qu'il faut que la boîte, elle soit pas non plus Cuissot parlé à, quoi. Faut Ouais. que la marque existe en tant que telle et qu'elle vive en tant que telle, quoi. Bon, ça, c'est une autre parenthèse. Décidément, j'adore les parenthèses. Mais effectivement, le plus gros actif de ma boîte, c'est moi. Et il faut que je me chouchoute comme je chouchouterais si j'avais une machine industrielle parce que j'étais boulanger,
dont je prendrai soin parce que c'est un investissement de 1 million d'euros pour ma boulangerie, mais en fait, il faut que je me voie de la même façon. Il faut que je me traite avec autant de douceur, de bienveillance, et que je m'apporte les bonnes choses dont j'ai besoin. Ouais, puis je crois que c'est vraiment une difficulté dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a une forme de culpabilité aussi. Quand tu n'es pas au top et que du coup tu te dis bon ben je vais peut-être aller faire une sieste ou lire un livre ou jouer aux jeux vidéo, tu le fais parce que ça te fait du bien et en fait derrière dans un coin de ta tête il y a quand même oui mais j'aurais dû faire ça, j'avais ça à faire et puis il faut que je réponde à tant de mails et que je fasse ci et que je fasse ça. Et ouais ce problème de santé mentale et de culpabilité, je crois qu'on n'en parle pas. C'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits. Alors, je vois bien que dans le milieu de l'entrepreneuriat, on commence à en parler. Les gens en parlent quand ils sont en arrêt, quand ils sont pas bien. D'autres en parlent quand ils sont en dépression. Moi, j'ai parlé de mon burn-out parce qu'au final, il y a pas de honte à avoir fondu les plombs. Mais c'est vrai que si tu prends pas soin de toi et que tu te forces à faire des choses, les choses, tu les fais pas forcément correctement. Et donc, d'une certaine manière, je trouve que tu desserres ton entreprise plus que tu ne la sers, finalement. Parce que si tu es pas dans un bon mood et que, je sais pas moi, tu reçois un mail de quelqu'un, qui est pas forcément très tendre. Je sais pas, imagine, tu reçois un mail d'une cliente qui est pas contente et on le sait, les clients, on va y venir après, sont pas toujours très tendres avec les gens. Et que t'es pas dans un bon mood, tu lui réponds un peu sèchement, bon bah tu perds ta cliente alors que tu aurais pu éviter une situation chelou. Donc ouais, la santé mentale, c'est un vrai challenge. Et donc du coup, on arrive sur cette histoire de clientèle, puisque je crois avoir vu passer plusieurs fois qu'il y avait des gens qui, ma foi, ont dû être élevés par des hyènes. Je vois que ça. Balle perdue pour les hyènes. Comment tu gères au quotidien le fait qu'il y a des gens qui puissent ne pas être contents du produit ou qui puissent laisser des mauvais commentaires ou être odieux sur les réseaux sociaux, puisqu'on le sait, les réseaux sociaux apportent son lot de haters. Comment t'arrives à gérer tout ça? Et je suppose que du coup, ça touche aussi à ta santé mentale. Ouais, alors c'est une vaste question parce que quand même, chez Cuissot, on a la chance d'avoir des clientes qui sont à 99% adorables, ultra compréhensives et vraiment, mais d'une patience infinie. Ce qui fait que quand on a des retards de livraison, quand on a des erreurs de notre logisticien, quand on a des choses comme ça qui arrivent, évidemment, nous, on est complètement transparente, honnête, on explique ce qui s'est passé sans mettre la faute sur le logisticien, c'est-à-dire qu'on dit, il y a une erreur chez le logisticien, donc l'erreur est à 100% chez nous, et voici nos excuses. On ne dit pas c'est au logisticien de s'excuser, puisque ça, c'est transparent pour la cliente, elle a pas, voilà. On a toujours des réponses honnêtement, à 99,9% adorables des personnes. Ça, je tiens quand même à le dire. Et je pense que ça vient aussi du fait que les quelques fois où ça a commencé à partir en vrille, on a un peu tapé du poing sur la table. C'est-à-dire que moi, je me suis pas privée les fois où j'estimais que vraiment ça dépassait le cadre d'une frustration. C'est-à-dire que moi, j'accepte complètement qu'on puisse me dire que le produit ne convient pas. J'accepte complètement le fait qu'on mette 0 étoile sur un produit. Enfin, je veux dire, ça, c'est normal. Moi, je promets quelque chose, je livre un produit. Effectivement, si la promesse n'est pas remplie, c'est normal de venir râler dans mes mails. Et ça, je le prendrai jamais. Alors, on le prend souvent personnellement, mais ça ne regarde pas la cliente. En tout cas, c'est complètement légitime. Et donc là-dessus, moi, je fais juste mon mea culpa, on essaye de comprendre. Et en général, ce qui est assez fou, c'est que sur les clientes qui sont pas contentes, quand on discute, souvent on s'appelle. Moi, je les appelle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc., etc. Ça devient après des ambassadrices de Cuissot parce que notre produit, en vrai, le shorty, il y a très peu de gens pour qui, in fine, il ne fonctionne pas. Et donc souvent, c'est un problème de taille, c'est un problème dans une prod où il y avait un trou. Et moi, je comprends, tu as payé 45 €, tu reçois ton shorty, tu l'ouvres, tu l'enfiles, il se trouve. Moi aussi, j'aurais fait un mail incendiaire. Tu vois. Donc ça, ces trucs-là, évidemment que c'est complètement légitime. Et là-dessus, je pense que c'est plus nous, notre réactivité, notre transparence, notre volonté de trouver des solutions et pas de renvoyer le truc, chez l'expéditeur, qui fait que derrière, les choses s'apaisent complètement, les clientes sont contentes. Et moi, je pars du principe, et je sais que tous les e-commerce ne fonctionnent pas comme ça, mais moi, je pars du principe que ma cliente a raison. C'est-à-dire que si elle me dit demain, j'ai pas reçu mon colis alors que ça marque livré en boîte aux lettres, etc., et par défaut, je vais lui demander quand même un petit papier me disant, comment ça s'appelle? C'est une petite déclaration. Elle me dit, une certification déclaration sur l'honneur, où je lui demande juste un petit papier me disant, je déclare sur l'honneur que j'ai pas reçu mon colis, machin, etc. Moi, ça me sert en plus pour ma compta pour expliquer
pourquoi on renvoie un produit alors qu'on a la preuve de la poste disant que c'est livré, mais je demande pas plus. Il y aura peut-être un jour des gens qui abuseront, mais en fait, mon expérience, c'est que les gens qui abusent, ils sont infimes par rapport aux personnes qui sont juste tristes Honnête. voilà, honnêtes et qui juste ont pas reçu leur produit et c'est l'enfer quand tu l'as payé aussi cher en plus, tu vois, parce que c'est ça aussi, on est sur un produit qui est quand même premium. Donc là-dessus, globalement, sur les clientes, évidemment que quand il y a des choses un peu virulentes, un peu méchantes, enfin, la façon dont c'est dit, si c'est en plus sur un mauvais jour, évidemment que ça me fait de la peine. Maintenant, ce qu'on se dit toujours avec les filles, c'est est-ce que c'est légitime? Et si c'est légitime, ma peine, elle ne concerne que moi. Et ma cliente, elle a pas à devoir édulcorer son message parce qu'elle m'a fait de la peine, parce que son propos est légitime. En revanche, si on estime que vraiment c'est pas légitime, et pour que ça rentre dans les clous de pas légitime chez Quixo, c'est que vraiment elles sont allées trop loin. Ouais. Là, on met les points sur les i. Et moi, plusieurs fois en story, parce que notamment sur Instagram, c'est beaucoup moins le cas par mail, mais sur Instagram, les gens te disent pas bonjour, pas au revoir, et parfois tu reçois des trucs et tu te dis, mais enfin, attendez, stop. Déjà, est-ce qu'on se connaît? Est-ce que je vous ai permis de me parler de la sorte? Et est-ce que vous pensez que je suis Amazon? Et là-dessus, oui. Là-dessus, on met les points sur les i et on est hyper. Enfin, moi, je me laisse pas trop marcher dessus quand même, quoi. Quand j'estime que ça dépasse le voilà, voilà. Mais nous, les plus gros haters qu'on a, c'est pas des clients, c'est des gens qui découvrent ce que fait Cuissot et qui veulent que raconter leur vie par rapport à pourquoi ils aiment pas les gros, pourquoi nos modèles elles sont trop moches et trop grosses, pourquoi il suffirait de maigrir et pas acheter Shirty. Voilà, nous c'est des Jean-Michel qu'on a, d'ailleurs sur Facebook principalement, et quand on fait de la publicité, c'est à mourir de rire. Encore récemment avec Emma et Léna, donc de mon équipe, on a un peu modéré les commentaires Facebook et c'était mais enfin vraiment c'est le niveau zéro de l'humanité, tu vois. Et là, c'est des remarques qui peuvent être super grossophobes, des gens qui te mettent genre moi, mes remarques préférées, c'est genre, ah ouais, les cuisses qui frottent en 34, lol, elles ont vraiment rien compris. Et t'as envie de dire, mais ma belle, t'es dans mes chiffres. Tu sais combien j'en vends des shorties en taille 34? Donc ça, c'est, voilà. C'est un truc de ouf. Et on a plein de, oh là là, mais attaquez-vous à la racine du problème, c'est-à-dire vendre des régimes, mais vous faites que promouvoir le fait que les gens soient gros. Enfin, ça, on en a tout le temps, mais c'est marrant, ça vient que de gens qui tombent par hasard sur Cuissot et en fait qui sont tellement dans un conflit avec eux-mêmes, enfin, la grossophobie est tellement internalisée chez eux qu'ils ont besoin de venir l'écrire. Là-dessus, moi j'ai un truc que j'ai dit aux filles, c'est on a le blocage facile. Moi, les réseaux de Cuissot, c'est une safe place pour moi, pour mon équipe et pour mes abonnés. Donc en fait, je me fiche royalement si quelqu'un vient attraper ma veste en me disant ouais, t'as supprimé mon commentaire. Ouais, mais c'est ma page en fait. Je fais absolument ce que je veux. On supprimera jamais un commentaire d'une cliente pas contente, ça c'est certain. On vient pas cacher des trucs comme ça. En revanche, quelqu'un qui ne respecte pas la simple politesse, l'humanité et qui commence à déverser sa haine sur Cuissot, ça dégage instantanément. Ce qui fait qu'en fait, techniquement, on n'en a pas tant que ça, parce qu'en fait, on n'engage pas, on répond pas, on bloque. Ouais. Moi, ça dégage. Je refuse que mes clientes voient ça. Enfin, mes clientes, mes abonnés, etc. Je veux pas qu'elles soient confrontées à ça. C'est déjà tellement dur. Je veux que quand elles arrivent sur Cuissot, il n'y a pas, en fait. Et donc, voilà. Ouais, t'es pas là pour souffrir. Voilà. Et puis c'est quelque chose qu'on voit un peu trop partout sur d'autres médias ou sur d'autres marques qui, pour le coup, ont pas été régulées au niveau des Ouais. commentaires. Et c'est là où moi je trouve, tu vois, que par exemple des Combini ou d'autres qui interviewent n'importe quelle influenceuse grande taille qui parle de grossophobie, de rapport au corps, machin, etc. Donc ils font quelque chose d'assez bienveillant, ils lui donnent la parole, trop bien, tu te dis bah génial. Derrière il y a aucune modération des commentaires parce qu'en fait ils sont contents, ça fait méga engagement, ça devient clivant, ça leur rapporte des vues, etc. Et ben moi je trouve que là leur responsabilité elle est complètement engagée. Et moi c'est là où les choses m'agacent et comme Cuissot pour le coup, j'ai la main dessus. C'est une marque, c'est une safe place, c'est potentiellement un peu un média, faut le dire vite, mais voilà. C'est une communauté en tout cas. Nous, on modère en fait. Et je suis très fière de le dire et j'arrêterai jamais de le faire. J'estime que tout le monde n'a pas le droit à la parole sur Cuissot. Si tu racontes n'importe quoi, tu pars. T'as raison. Et en même temps, tu protèges tes clientes. Tu protèges ta communauté parce qu'au final, je l'avais noté dans mes petites notes sur l'interview d'aujourd'hui, mais Cuissot, plus qu'une marque, t'as bâti une communauté. Une communauté de femmes de toute taille, de toute
ethnies, etc., qui sont là les unes pour les autres. Mm. Et c'est ça aussi la beauté de Cuisseau. Mm. Donc t'as absolument raison de protéger tout le monde. Et je trouve que du coup, ça donne encore plus de force à Cuicui. Ah ben moi je suis On complètement revient d'accord. toujours au pool. Ah, mais je Mm, suis complètement d'accord. Et c'est vrai que notre immense fierté, enfin, à moi, les filles qui bossent avec moi et tout, c'est de se dire que ouais, c'est une communauté qu'on crée. Et c'est drôle parce que parfois on reçoit des DM de tu peux demander aux cuissettes quelle marque de jean, machin. Donc nous, on fait une story en disant cette cuissette cherche une marque de jean. Cette mm, cuissette fait une thèse sur tel truc. Elle cherche des gens pour répondre à son questionnaire. Alors évidemment, on le fait pas tout le temps. mm. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est chouette et c'est ça qui fait aussi que parfois en commentaire, quand il y a des gens qui posent des questions sur les produits en disant mais je dis n'importe quoi, mais on est sûr qu'ils remontent pas. T'as 8 cuissettes qui répondent ah non mais alors vraiment tu peux y aller parce qu'en fait moi et c'est des paragraphes en expliquant que Mm. Cuissot a changé leur vie quoi. Ouais, t'as le principe de sororité aussi. Ouais. Parce que finalement, on est toutes unies par Mm. un problème qui nous a pourri la vie et qui ne nous pourrit plus la vie depuis qu'il y a Cuisseau. Oui. Mais Parce non que moi, mais je le dis, je le martèle, j'ai fait le cirque de Gavarnie mm, avec c'est vrai. un shorty Cuisseau C'est parce que vrai. j'avais pas de pantalon de sport et que j'avais peur d'avoir mal et j'ai pas fait le petit sentier pour les petites poulettes là. Moi, j'ai été entraînée sur le sentier des professionnels où j'ai failli faire un arrêt cardiaque Mais en au moins haut. t'as pas eu mal Mais aux au cuisses. moins, je l'ai fait avec classe, volupté et sans trace rouge à la fin de la journée, quoi. Ouais. Et ça, c'est cool. Et pour la petite anecdote, parce que ça m'est revenu, t'es venu me chercher pas longtemps après que je sois partie en goguette sur l'île Sainte-Marguerite avec, du coup, avec Eric, mon conjoint, toujours. Et où, en fait, au bout d'1 heure de marche, je crois que je me suis mise à pleurer parce que je ne pouvais plus avancer. Mm. J'étais en jupe et j'étais rouge sang au Mm. niveau des cuisses. Et toi, vraiment, quand t'es arrivé, il y avait le graphisme, ça allait être un projet cool. Et en même temps, j'étais en mode genre, est-ce que cette nana va pas résoudre tous les problèmes de ma vie avec son produit? Je veux en être. Donc vraiment, trop trop cool. Et du coup, nous allons donc arriver vers la fin de cet échange passionnant. Mais avant, j'ai ouï dire, en suivant un petit peu tout ce que tu partages, que tu développais des nouveaux produits, Oui, peut-être? oui. Et du coup, je suis très curieuse. J'adore les backstage. J'adore ça. Savoir que des gens sont en train de faire des trucs à côté. Moi, ça me hype de ouf. Du coup, j'aimerais beaucoup savoir, et ce sera ma dernière question, comment ça se passe, le développement d'un produit chez Cuissot? Qui décide quoi? Est-ce que tu te lèves la nuit à 3 heures du matin avec une vision? Si Est-ce je me que lève la nuit à 3 heures du matin, c'est pour aller faire pipi. Hein. Franchement, on va être honnête. C'est comment ça? Comment ça se passe du coup? Euh, Comment tu alors, décides? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que en général, la première étape, c'est que ça vient soit d'un produit que moi j'aimerais, soit d'un produit que mes clientes me demandent. Clientes ou communauté. Hein. Ok, on a le droit de formuler des doléances du Ah coup. non, mais complètement. C'est-à-dire que et Ok. on l'encourage, on fait régulièrement des questionnaires aussi pour des questionnaires qui sont super ouverts pour savoir un peu ce que les filles veulent. Et on a plein de filles qui spontanément en DM nous disent vous avez pensé à faire ça, ça, ça. Parfois c'était dans un coin de notre tête et donc ça confirme, voilà. Et parfois on n'y avait pas du tout pensé, c'est trop malin et on note. Moi j'ai une note iPhone qui s'appelle ID Cuisseau. Il y a tout. Hein. Il y a même des chaussettes pour gros mollets, donc vraiment il y a tout. Mais avec un motif de pâte de poule, on est bien d'accord. Avec un motif de manchon de poulet en édition limitée. Mais oui, je vois celles dont tu me parles. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont Je drôles, t'ai envoyé celles-là. le réel avec la nana qui Ouais, faisait du sport. qui faisait de la presse là avec ses trucs de poulet. Non, mais ça, il faudra le faire un Ouais, jour. Bon, je les ferai c'est que pour clair. toi. Non, mais donc dans cette note iPhone, il y a plein d'idées. Donc globalement, ça part de ça. C'est soit des besoins clientes qui reviennent régulièrement, soit un produit que moi j'aimerais trop avoir. Et je me dis, si moi il me plaît, alors toujours dans la vibe de Cuisseau, hein, si moi il me plaît, ça va plaire à mes clientes. Une fois qu'on a ça, j'ai la chance aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand j'ai lancé le shorty que j'ai vraiment fait seule, mais j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec Armel. Mhm. Armel, elle est en freelance et dans la vie, elle est styliste slash chef de produit. Et donc, en fait, quand Ok. je vais la voir avec une idée, je lui dis, bah voilà, par exemple, là, on travaille sur une jupe short. Je suis allée la voir en lui disant, bien sûr que oui, je vois de ton excitation, c'est mon excitation aussi. D'ici 1 mois et demi, on aura les visuels, les réservations et tout, si tout se passe bien. Donc voilà, ça c'est, Je suis maxi hypée. elle, Et je elle va être sais que trop je vais chouette. avoir plein de copines qui vont être hypées aussi.
Elle va être trop chouette. Mais donc, tu vois, la jupe short, moi, je m'étais dit, je veux faire une jupe short, je veux faire une jupe short. En plus, coup du sort, ça revient vachement à la mode. Donc, je me dis, bah, je veux vraiment faire une jupe short. Je vais voir Armel et je lui dis, je veux faire une jupe short. Et Armel, son boulot, c'est de me dire, OK, ma grande, mais quel est l'usage que tu vois de cette jupe short? Elle me pose plein de questions, un peu comme toi, quand on fait le brief. Elle me pose plein de questions sur comment est-ce que tu veux que les gens utilisent ta jupe short? C'est quoi le produit? Ensuite, elle bosse sur tout ce qui est mood board. Mais mood board en textile, ça va très loin. C'est-à-dire que ça peut être même le mood board d'une mini couture sur quelque chose. Donc en fait, elle me soumet des styles, des thèmes, on affine comme ça et ensuite on va dans le détail. Elle fait ensuite tous les dessins de style, c'est elle qui me les soumet aussi. Et on a bien sûr l'étape que je préfère qui est tu vas dans les magasins, t'achètes toutes les jupes shorts que tu veux, tu les essayes et tu dis ce que t'aimes et ce que t'aimes pas sur chaque modèle. Ça, c'est vraiment Trop bien. des étapes de fitting. On est vraiment chez moi, tous en slip, et en train de... vraiment, hein, je pense que mes alternantes ont plus vu mes fesses que mon mec sur les 3 dernières années. Voilà. Ça, c'est dit. Vraiment, on est là, on teste, on Ludo, on pense essaie. à toi, hein, du coup. Ouais, petit coucou. Non, mais tu vois, on fait ça avec Armel. Et en fait, Armel, là où elle est beaucoup plus technique que nous, évidemment, c'est qu'en fait, moi, je passe une jupe short et je me dis, bah, ça, j'aime bien pour telle raison. Et elle va me chercher. Elle me dit, mais attends, c'est la matière, c'est le maintien, c'est la longueur. Donc, en fait, on fait tous les relevés de mesure, machin. Donc, ça, c'est vraiment les étapes du début qui vont nous permettre d'arriver à un dessin de style où on se dit, bah, là, ça nous semble pas mal. En parallèle, faut trouver les matières. Donc là, on se balade sur les salons. Une fois qu'on a un peu défini ce qu'on voulait comme type d'élasticité, etc. Et puis moi, j'ai un cahier des charges très précis sur les matières aussi. Je veux pas qu'elles soient faites en Corée. Enfin, voilà. Là, on reçoit, mais tu verrais au bureau, c'est rempli de ce qu'on appelle des raw brag, donc des bouts de matière pour tester. Une fois qu'on a ça, Ouais. ça part en bureau d'études slash prototypage à l'usine. Donc en fait, Armel envoie une fiche technique, envoie 10 mètres de matière, et là, c'est vraiment le boulot de l'usine, bah, de t'envoyer un premier proto. En général, le premier proto, il ressemble pas du tout à la fiche technique. C'est à crever de rire. T'as demandé une C'est jupe vrai. short, tu reçois une salopette. Enfin, et t'es en mode, bah, enfin, c'est quand même pas, ça n'a quand même rien à voir. Enfin, voilà. Donc, t'as cette étape-là. Sachant que nous, et c'est une spécificité de Cuissot, tous nos prototypes, le prototype de base, c'est toujours fait dans une seule taille pour valider déjà sur une taille ce que tu veux faire. Nous, c'est toujours fait en 42-44. Notre prototype de base, contrairement à toutes les marques de mode qui le font sur un 32-34, nous, c'est toujours fait en 42-44 parce que c'est le cœur des tailles de nos clientes. Entre le 42 et le 48, c'est 80% de nos ventes. Donc moi, je me dis, on prototype là-dessus. Et une fois que le prototype est bon, donc ça, c'est des milliards d'allers-retours, hein, voilà. Une fois que le prototype est bon en 42-44, on va grader. Et donc là, en fait, on décline sur les autres tailles et là, on refait des tests. Parce qu'en fait, il suffit pas de rajouter ou d'enlever des centimètres entre un 42 pour arriver à un 64 ou pour arriver à un 34. On le fait en enlevant et rajoutant juste les centimètres. On fait essayer et là, on réajuste. Souvent, on va vraiment allonger les ceintures sur les grandes tailles beaucoup plus que des quelques centimètres. On va beaucoup les réduire sur les petites tailles. Enfin, il faut vraiment retravailler les modèles pour qu'ils soient aussi saillants sur un 34 que sur un 64. Et une fois que ça s'est fait, bah, c'est bon, hein. Tu as un produit, donc après, tu reçois tes têtes de série pour faire tes shootings, tu commandes tes matières et ça part en prod et 2 à 3 mois après, t'as tes bébés. Et nous, ce qu'on fait en général, c'est que une fois qu'on a shooté, on met en réservation. Soit en précommande, soit en réservation. Ça dépend sur le shorty. Comme c'est un produit qu'on maîtrise et qu'on sait qu'on va vendre, on a déjà passé des commandes, donc on met juste en réservation de stock pour gagner un peu de temps. Sur la jupe short, ce sera très certainement en précommande pour, bah, nous, ça nous permet de financer en fait la prod et de gagner un peu de temps. Voilà, c'était très long, mais voilà globalement comment on développe un produit chez Ah, nous. c'est génial. C'est absolument génial de suivre tout ça et d'avoir un petit peu l'envers du décor. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient voir l'envers de ton décor à toi, de chef d'entreprise, il me semble qu'en ce moment, tu fais 30 jours dans ma vie sur ton Oui, Instagram perso. oui. Et sur mon TikTok perso. C'est vraiment trop cool. Voilà. Bon, alors en vrai, c'est pas tous les jours. Tous les jours, il y a des jours où je rate, mais il y aura quand même 30 jours au total. Et ouais, c'est rigolo à faire. Moi, je suis contente hein, à chaque fois le soir quand je scrolle sur mon canapé de voir ta petite vidéo passer. Et franchement, tu sais, c'est mon petit rituel là. Je vais être très triste quand tu vas arrêter de le faire. Bah ouais. Non, mais je pense que j'arrêterai jamais complètement. C'est plus que. Enfin, moi, j'adore le faire et je trouve ça chouette de filmer Ouais. les coulisses.
Et puis ça me fait des souvenirs, mais c'est plus que je le ferais peut-être un peu moins régulièrement. Mais tu vois, hier par exemple, je l'ai pas fait parce que j'étais débordée. Là, on est sur une semaine, les gens ne le savent pas, mais nous de lancement de réservation. Donc là, le shorty arrive en réservation dans 4 jours. Donc la to-do est colossale. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, parfois, j'oublie de filmer ce qui se passe. Donc typiquement, hier, j'ai loupé un jour, mais voilà, je m'en tiens par rigueur. Tu vois, ça fait partie des choses qu'on disait tout à l'heure. Je mets pas la rate au courbouillon pour des trucs qui sont pas indispensables pour ma boîte. C'est pas vital. Voilà, j'ai préféré dormir. C'est le genre de truc, bah voilà, mais ça, c'est le genre de truc qu'il faut apprendre à se lâcher la grappe aussi. Ouais, complètement. Donc, complètement. Donc, c'est une très bonne décision. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent te suivre, qui veulent suivre l'aventure Cuissot, je mettrai tous les petits liens dans la description de cet épisode. Merci. Et je pense qu'il va être temps de se dire au revoir, car je crois que tu as beaucoup de travail. Ouais. Mais toi aussi, hein. Absolument. Absolument. Léa, encore merci d'avoir accepté de me rejoindre aujourd'hui pour cet épisode de Chromatica. C'est toujours un immense plaisir d'échanger avec toi et je sais que c'est pas facile de booker un petit créneau tellement t'as du travail. Alors vraiment, encore une fois, merci. C'était vraiment top, je suis ravie. Eh ben, merci à toi, ça m'a fait trop plaisir et j'ai toujours 1 heure pour toi, tu le sais. Et bravo pour ce podcast parce que il y en a plein qui se lancent, mais sur ta thématique, il y en a pas tant que ça et je le trouve super, donc bravo. Merci beaucoup. En tout cas, encore une fois, pour celles et ceux qui veulent suivre Cuissot et Léa et son aventure entrepreneuriale, tous les liens seront dans la description de l'épisode. Et quant à moi, je vous retrouverai au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est vraiment ce qui aide à faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve dans le prochain épisode, mais en attendant, tu peux me suivre sur Instagram pour jeter un œil à mon travail. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très très vite.